Europe 1 Soir. Il est 18h39, l'interview d'Europe 1 Soir avec vous, Nicolas Poincaré. Et l'invité d'Europe 1 Soir, Céline, c'est une philosophe. Bonsoir Sylviane Agazinski. Bonsoir. Elle revoilà le débat sur le mariage gay et sur l'adoption. François Hollande reçoit en ce moment même les opposants au projet. Les partisans, eux, manifesteront dimanche à Paris. Puis le débat parlementaire commencera mardi prochain à l'Assemblée. Puis il sera très certainement suivi par un autre débat, celui sur la procréation médicalement assistée. Sylviane Agazinski, vous faites partie des personnalités de gauche opposées au projet de loi tel qu'il existe pour l'instant. Vous n'êtes pas très nombreux ou très nombreuses. Débat passionné, on le disait, des débats qui vous paraît un peu faussé, c'est pour ça que vous intervenez? On n'est peut-être pas très nombreux à s'exprimer. Je trouve que c'est un manque de courage de la part de certains, parce qu'en réalité, je pense qu'il y a énormément de gens de gauche qui sont extrêmement sceptiques sur ce projet. Je crois que le gouvernement s'est fourvoyé en unissant d'entrée de jeu le mariage et l'adoption, ce qui constitue immédiatement les deux époux comme un couple parental. Mais on n'entend pas assez de monde. Alors, on va vous dire, on entend beaucoup Brigitte Bardot, notamment, et plein d'autres. Oui. Quand vous dites on n'entend pas beaucoup d'intellectuels... On n'entend pas beaucoup les gens de gauche. Les gens de gauche et contre le projet. On n'entend pas beaucoup non plus les députés socialistes. Je pense que sur des questions aussi graves, on ne peut pas se réfugier derrière la discipline de parti. Ça ne marche pas du tout. Il faut qu'ils fassent très attention, parce qu'ils risquent de le payer un jour dans les urnes s'ils méprisent tout simplement le droit des enfants auquel on va arriver. Mais il me semble que ce débat est un peu faussé, parce qu'il y a une sorte d'intoxication idéologique qui me paraît très pesante, très impressionnante, à savoir, au fond, les clivages sont déjà faits. Si vous n'êtes pas pour, c'est que vous êtes forcément de droite, forcément réactionnaire, forcément homophobe, forcément religieux et même intégriste. Alors ça, c'est pas possible. Parce que la question n'est pas simplement de l'égalité, mais elle est avant tout, on va y venir sur le statut des enfants, autrement dit le statut des personnes et le droit des personnes. Et le fond de l'enjeu de tout ça, c'est la question de savoir si notre société et ses institutions, les liens qui sont établis entre les personnes, et notamment les enfants et les parents, reposent sur le fait que nous sommes des hommes et des femmes, ou sur le fait que nous sommes des hétéros et des homos. Et alors qu'en fait, être hétéro ou homo, c'est d'abord être homme et femme, et ensuite avoir des orientations. Donc pour qu'on vous comprenne bien, en fait, le mariage en tant que tel ne vous pose aucun problème, sauf que dans la loi qui va être présentée et sans doute adoptée, eh bien, le mariage entraîne le droit à l'adoption. C'est ça qui vous arrête? Oui, je pense qu'on ne devrait pas lier les deux, et qu'on aurait dû traiter tout simplement d'abord le mariage simple, ou mariage gay ou homosexuel, comme vous voulez l'appeler. Et ça me paraît bien. Ça me paraît bien, c'est l'institution et la reconnaissance sociale d'un couple de deux personnes du même sexe qui veulent exister dans la durée, qui veulent créer un lien institutionnel entre eux, des rapports, leur bien, leur amour. Ça contribuerait, si vous voulez, vraiment à la reconnaissance pleine et entière du lien homosexuel, donc de l'homosexualité, et donc ça contribuerait à lutter contre l'homophobie, que ce soit en France ou dans les autres pays. Mais est-ce que c'était possible? Est-ce qu'il n'y avait pas un problème de droit et de constitutionnaliser, autoriser les gens à se marier et ensuite ne pas leur donner tous les droits qu'ont les gens mariés? Alors justement, créer un mariage pour deux personnes de même sexe, ça ne pouvait être que créer un nouveau mariage. Pourquoi? Parce que l'ancien mariage était effectivement associé à un certain nombre de conséquences. Parce que c'était un mariage qui était fait pour organiser la procréation et qui reposait sur un couple qui devait procréer. C'était même quasiment une obligation, et c'était le but du mariage depuis l'Antiquité. Par exemple, à l'origine du mariage était un droit tout à fait évident, qui était la présomption de paternité. Donc un homme épouse une femme qui va lui donner des enfants parce qu'ils sont mariés, et il est présumé le père. On voit très bien que la présomption de paternité, pour deux hommes ou pour deux femmes, ça perd tout sens. Autrement dit, l'ancien mariage ne peut pas simplement être étendu dans les formes juridiques qui étaient les siennes à deux personnes du même sexe, mais on doit créer un nouveau mariage pour ces personnes du même sexe. Et ce que j'ajouterais, qui me paraît important, c'est que déjà maintenant, cette dissociation du mariage et de la parenté a eu lieu. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a un dépérissement du mariage. Je crois qu'on peut le dire sans risque de se tromper, pas seulement à cause du Pacs, mais à cause du fait que 50% des jeunes couples aujourd'hui, on en a tous autour de soi, qui ont des enfants sans être mariés, et que par conséquent, le mariage n'est plus
le centre ou le fondement de la famille. C'est faux, si vous voulez. Il n'est plus le fondement de la famille. Et sur quoi repose la famille? Et bien sûr, les liens précisément avec l'enfant. Et ça, c'est très intéressant. Autrement dit, le couple est considéré à juste titre comme instable. Il se marie pas, il se paxe pas. Mais souvent, il change. Hein, c'est comme ça. Bon. Alors que la relation de filiation avec le père et la mère, qui est établie par rapport à l'enfant, elle est irrévocable. Elle est définitive, sauf cas exceptionnel, bien entendu, d'échéance des droits des parents, etc. Donc il y a déjà un découplage, si je puis dire, ou une dissociation entre le mariage et la filiation. Si bien que c'est extrêmement paradoxal de vouloir reconstituer de la filiation et de la parenté précisément avec des couples qui sont du même sexe et donc qui n'ont pas de rapport direct avec la procréation, alors que l'ancien mariage était fondé d'une certaine manière, ou plutôt avait pour but d'organiser la filiation. Donc, pas d'extension du mariage, mais un nouveau mariage. Et là, au fond, si on veut réfléchir sereinement, il y a deux champs qui sont essentiels. Il y a le champ premier qui est celui des droits de l'enfant, et le deuxième champ qui est la vocation de la médecine et la mission de la médecine. Alors là, on en vient au débat sur la procréation médicalement assistée, parce que, en fait, Sylviane Agacinski, sur le mariage pour tous, la loi, on est d'accord, elle risque bien de passer. Hein, il y a une majorité pour, il y a le président de la République qui dit qu'il est déterminé. Donc le vrai débat, peut-être, qui vous pousse à vous engager aujourd'hui, c'est le débat suivant, c'est sur la procréation médicalement assistée. Vous n'êtes pas d'accord? Alors, si on parle du droit des enfants, il faut revenir à une réflexion sur les conditions de la filiation, et c'est-à-dire le modèle de la procréation naturelle, et même d'ailleurs artificielle, qui engage de toute façon les deux sexes. Si vous voulez, toute la filiation, mais c'est pour moi, ça pose aussi le problème de l'adoption. Hein. C'est la raison pour laquelle j'accepte pas facilement le paquet mariage-adoption. Pourquoi? Parce que pour un enfant... le père et la mère ne sont tout simplement pas interchangeables. Ils ne sont pas interchangeables dans la procréation naturelle, ils ne sont pas interchangeables même si on recourt au laboratoire, et même dans l'adoption, ils n'étaient pas interchangeables. Pourquoi? Parce que le couple parental s'est structuré sur le modèle du couple père-mère, et donc un enfant adopté, il avait un droit à avoir un père et une mère. Mais sur la procréation médicalement assistée, alors là, c'est la médecine qui est en cause, et ça pose des problèmes bioéthiques. Ce n'est pas une loi sur la famille qui va pouvoir répondre directement, parce que des individus réclament tel ou tel droit, à la question du droit des enfants. Alors, si vous voulez, la médecine, quelle est sa vocation? Il y a trois possibilités. D'abord, elle est de soigner. Quand elle a été de soigner, la fécondation in vitro a permis de remédier à l'infertilité d'une relation homme-femme. Ensuite, et là c'est un deuxième pas très important, elle a, en utilisant les cellules d'une tierce personne, d'une autre personne, le donneur de sperme par exemple, elle a permis de remplacer l'un des parents et très souvent de dissimuler ce remplacement, de faire comme s'il y avait une procréation naturelle. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On le sait tous, il y a des effets très graves. Ces enfants... pour beaucoup d'entre eux, réclament une histoire humaine. Au fond, ils ne veulent pas être des produits fabriqués, ils veulent être nés de personnes, c'est-à-dire un homme, une femme, même si ses parents ne sont pas ceux qui leur ont donné la vie. Donc, mettons d'abord à plat cette histoire. Et troisièmement, la question de la médecine, donc, c'est de savoir, est-ce qu'on va changer de logique, quitter la logique thérapeutique et quitter d'une certaine manière le droit de l'enfant à connaître ses parents, ceux qui leur ont donné la vie. Je vous signale que c'est dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Hein. L'enfant a droit de connaître ses parents au sens de ceux qui lui ont donné la vie. Donc, la médecine peut-elle et doit-elle s'orienter vers une logique de fabrication d'enfants à la demande au nom d'un droit en quelque sorte à l'enfant, de telle sorte que des couples ou des personnes pourraient se faire, comme en Californie, fabriquer un enfant et bricoler de la parenté ensuite. Alors moi, je voudrais prendre l'exemple, puisque c'est lui qui est sur le tapis aujourd'hui, de l'insémination d'une femme qui vit par exemple en couple avec une autre femme. Eh bien, il me semble qu'il y a une extrême violence dans la décision délibérée et institutionnelle
par hypothèse, de priver a priori l'enfant d'un de ses deux parents pour le faire adopter par une autre femme si on est une femme. Je lisais dans un magazine le témoignage d'une militante lesbienne pour l'insémination, justement à usage des lesbiennes. Je la cite. « Moi, je ne veux pas me colmater un homme pour être mère. » Ça veut dire tout simplement, moi, je suis comme ça, moi, individu souverain, tout-puissant, eh bien, je ne veux pas de père pour mon enfant. Donc, j'ai droit, la société me doit, j'ai droit à du sperme pour avoir un enfant et pour supprimer purement et simplement la place du père et faire adopter cet enfant par une autre femme. Je dis que c'est très, très violent. Voilà, vous nous disiez que le débat était faussé, Sylviane Agacinski. Eh bien, on vous a donné la parole pour développer tous ces arguments donc hostiles à la PMA, à la GMPA et à l'adoption pour les homosexuels. D'un mot, vous avez eu l'occasion d'en parler avec François Hollande? Non. Non, eh bien, ça viendra peut-être. Oui, je sais qu'il est très contre les mères porteuses, mais j'ai pas eu l'occasion de parler du reste. Ça viendra peut-être, et on sait en tout cas que vous en avez sans doute parlé à votre mari Lionel Jospin, qui partage à peu près ses idées. Il a eu l'occasion de nous le dire. Complètement. Ici même. Merci beaucoup Sylviane Agacinski. Dans un instant, David Abiker puis Nicolas Canteloup.